Mon nom est Cecilia Hartwell. J'ai 35 ans. Et le moment qui a détruit ma famille a commencé lorsque ma fille de 8 ans a tendu la main vers un biscuit de Noël. Elle avait à peine touché le bord de l'assiette quand mon jeune frère s'est interposé entre elle et la table. Il lui a dit qu'elle n'avait pas reçu la permission et lui a ordonné de le remettre en place. Ma fille a regardé vers ma mère, qui avait déjà dit aux enfants qu'ils pouvaient en prendre un. Puis a tendu la main à nouveau tranquillement. Mon frère l'a attrapé par l'épaule et l'a poussé assez fort pour l'envoyer s'écraser sur le sol en bois dur. Son genou a heurté le pied d'une chaise de salle à manger. Et elle s'est rattrapée avec un poignet avant de crier de douleur. Au lieu de l'aider à se relever, il a baissé les yeux et l'a traité de gamine pourri gâtée. Je me suis précipité à travers la pièce tandis que mon mari se plaçait à mes côtés. Ma fille tremblait, tenant son poignet, et demandait ce qu'elle avait fait de mal. Ma mère a immédiatement dit que mon frère n'avait pas eu l'intention de la pousser. Mon père m'a dit d'arrêter de dramatiser et m'a averti de ne pas gâcher Noël à cause d'un accident. Mais j'avais vu le visage de mon frère avant qu'il ne la touche. Ce n'était pas un accident. J'ai aidé ma fille à se lever, j'ai pris plusieurs photographies de son genou qui enflait. Et j'ai demandé à tout le monde dans la pièce de ne supprimer aucune vidéo qu'ils avaient enregistrée ce soir-là. Puis j'ai pris sa main, j'ai regardé directement mon frère et mes parents, et j'ai dit: on se voit au tribunal. Personne n'a bougé. Le sourire de mon frère a disparu. Et pour la première fois ce soir-là, mes parents n'avaient rien à dire. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après que nous sommes sortis, dites-moi. Quel temps fait-il chez vous? Correspond-il à votre humeur en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le nom de mon mari était Jonah Hartwell et notre fille s'appelait Phoebe. Pendant le trajet vers les urgences pédiatriques, Phoebe a à peine parlé. Elle tenait son poignet contre sa poitrine et regardait par la fenêtre de la voiture tandis que les lumières de Noël défilaient en flou. Toutes les quelques minutes, elle posait la même question. Avait-elle fait quelque chose de mal en tendant la main vers le biscuit? Chaque fois je lui disais non. Je lui expliquais que même si un enfant enfreignait une règle, un adulte n'avait jamais le droit de la pousser, de l'effrayer ou de l'humilier. Jonah travaillait comme kinésithérapeute. Donc il en savait assez sur les blessures articulaires pour s'inquiéter de l'enflure autour de son poignet. Il est resté calme pour Phoebe. Mais je pouvais voir la colère dans la façon dont ses mains serraient le volant. À la clinique, le médecin a examiné le genou et le poignet de Phoebe, a demandé des radiographies. Et a documenté chaque bleu. Rien n'était cassé. Mais elle avait une légère entorse au poignet et une contusion profonde là où son genou avait heurté la chaise. Le médecin a pris des photographies sans permission et a enregistré la description de Phoebe sans poser de questions suggestives. Phoebe a dit que mon jeune frère était devenu en colère parce qu'elle avait tendu la main vers un biscuit après que sa grand-mère avait dit aux enfants qu'ils pouvaient en prendre un. Elle a dit qu'il l'avait attrapé par l'épaule, l'avait poussé. Et l'avait traité de gamine pourri gâtée. Entendre ma fille répéter ces mots d'une petite voix embarrassée rendait tout pire. Le nom de mon frère était Bryce Aldridge. Il avait 32 ans, était récemment au chômage, et vivait avec nos parents, Denise et Martin Aldridge. Bryce avait passé la majeure partie de sa vie adulte à blâmer les autres pour ses problèmes. Il avait perdu son emploi de directeur adjoint de restaurant après avoir crié sur un employé devant des clients. Mais mes parents insistaient sur le fait que l'entreprise l'avait traité injustement. Selon eux, Bryce était toujours incompris, toujours stressé. Et toujours à une opportunité de prouver que tout le monde avait tort. Le médecin nous a conseillé de déposer un rapport de police parce que la blessure de Phoebe résultait d'un contact physique intentionnel. Le lendemain matin, Jonah et moi sommes allés au commissariat local. Un agent a photographié les bleus, collecté les documents médicaux et pris nos déclarations séparément. Phoebe a parlé avec une spécialiste des entretiens avec les enfants pendant que Jonah et moi attendions. Je détestais qu'elle doive expliquer l'incident à nouveau. Mais permettre à ma famille de réécrire l'histoire lui apprendrait que la vérité importait moins qu'eux.
Le confort d'un adulte. Avant de partir, l'agent nous a averti que la police contacterait tous ceux qui avaient été dans la salle à manger. Mon téléphone a commencé à sonner avant que nous n'atteignions le parking. Ma mère a appelé 6 fois. Mon père a laissé 2 messages exigeant que je rappelle immédiatement. Bryce a envoyé un message vocal à la place. Il a dit qu'il était désolé que Phoebe soit tombée, mais qu'il l'avait à peine touchée. Il affirmait qu'elle l'avait ignoré et s'était comportée comme une enfant gâtée. Puis il a dit que je devrais le remercier de lui apprendre les bonnes manières. Ce message a effacé tout doute que j'avais sur le fait d'aller de l'avant. Ce n'était pas une excuse. C'était une confession enveloppée dans une justification. J'ai sauvegardé l'enregistrement et me l'ai envoyé par email en copie. Ma mère m'a enfin jointe cet après-midi-là. Denise n'a pas demandé comment allait Phoebe. Elle a demandé si je comprenais ce qu'un rapport de police pouvait faire à l'avenir de Bryce. Elle a dit qu'il avait un entretien à venir et ne pouvait pas se permettre une accusation criminelle. Quand je lui ai dit que Phoebe avait une entorse au poignet, elle a répondu que les enfants guérissaient vite. Mon père a pris le téléphone et m'a accusé d'utiliser la loi pour régler de vieux griefs. Il a dit que je détruisais Bryce à cause d'un moment de frustration. Je lui ai rappelé qu'il avait regardé son fils adulte pousser une fillette de 8 ans et qu'il blâmait la mère de l'enfant. Il a raccroché. Ce soir-là, mon cousin Wesley Monroe a appelé. Wesley était un vidéaste freelance qui avait enregistré les enfants en train de décorer des biscuits. Avant l'incident, sa voix semblait mal à l'aise quand il a demandé si la police m'avait contacté. Puis il m'a dit que sa caméra avait continué d'enregistrer après la fin de la décoration. Les images montraient Phoebe marchant vers la table des desserts. Elle montrait Bryce s'interposant sur son chemin, l'attrapant par l'épaule et la poussant. Elle capturait aussi lui en train de l'appeler gamine pour y gâter alors qu'elle était encore au sol. Le plus dommageable de tout, la caméra avait enregistré mes parents le défendant avant même de vérifier si Phoebe était blessée. Wesley m'a envoyé le fichier original avec son horodatage et a promis de ne pas le modifier ni le publier. J'en ai donné une copie à la police et en ai stocké 2 autres dans des dossiers sécurisés. Bryce croyait encore que la pièce ne contenait que des parents effrayés dont les souvenirs pouvaient être soumis à pression pour changer. Il n'avait aucune idée que la vérité avait été enregistrée du début à la fin. Les preuves étaient claires. Mais j'étais sur le point d'apprendre que des preuves claires n'empêcheraient pas ma famille d'essayer de les effacer. 2 jours après Noël, j'ai envoyé à mes parents un message écrit expliquant nos limites. Bryce n'était pas autorisé à contacter Phoebe directement ou indirectement. Mes parents pouvaient demander une visite supervisée seulement si Bryce était absent et seulement après qu'ils aient reconnu que ce qu'il avait fait était mal. J'ai gardé le message factuel et évité les insultes. Ma mère a répondu en moins de 5 minutes. Elle a qualifié mes conditions de cruelles, contrôlantes et conçues pour les punir d'aimer leur fils. Mon père a écrit qu'aucune fille n'avait le droit de dicter qui pouvait vivre dans sa maison. Je lui ai rappelé que je n'ordonnais pas à Bryce de partir. Je décidais qui aurait accès à mon enfant. Martin a répondu que j'utilisais Phoebe comme une arme. Cela est devenu la phrase que ma famille répétait chaque fois qu'il voulait faire son aimé. Limite comme abusive. Bryce a publié une story Instagram affirmant que sa sœur détruisait la famille à cause d'un malentendu sur un dessert. Il incluait un court clip enregistré sur le téléphone de quelqu'un. Il montrait Phoebe tendant la main vers l'assiette de biscuits. Puis sautait en avant jusqu'au moment où je criais à Jonah de prendre nos manteaux. La poussée avait été supprimée. Bryce écrivait que j'avais toujours détesté et que j'apprenais à ma fille à mentir pour attirer l'attention. Plusieurs parents ont partagé l'histoire avant de demander ce qui s'était passé. Ma tante disait que Bryce était sous un stress énorme parce qu'il avait perdu son emploi. Un cousin m'a dit que les enfants exagéraient parfois quand ils voulaient de la sympathie. Pas un n'a demandé à voir le rapport médical. Pas un n'a demandé si Phoebe dormait ou pouvait utiliser son poignet. J'ai refusé de discuter sur les réseaux sociaux. Au lieu de cela, j'ai créé un dossier contenant des captures d'écran, des messages vocaux,
des dossiers médicaux, des documents de police et une chronologie détaillée. Parce que je travaillais comme coordinatrice de conformité pour un distributeur d'équipements médicaux, la documentation faisait partie de ma vie quotidienne. Au travail, j'étais formé à séparer l'émotion des preuves. À la maison, cette habitude est devenue l'une des seules choses qui me gardaient ancré. Jonah a installé une autre caméra au-dessus de notre allée et a vérifié chaque verrou. Il ne m'a pas dit quelle décision prendre ni parler en mon nom. Il a demandé ce qui m'aiderait à me sentir plus en sécurité et l'a fait. Nous avons mis à jour les dossiers scolaires de Phoebe. Retiré mes parents de la liste des contacts d'urgence. Et fourni au bureau une photographie de Bryce. Le directeur nous a assuré que personne en dehors de la liste approuvée ne serait autorisé à parler à Phoebe ou à la récupérer. Une semaine plus tard, l'école a appelé. Ma mère avait contacté le bureau et affirmé qu'il y avait eu un malentendu. Elle a demandé à être rétablie comme contact d'urgence parce qu'elle avait souvent récupéré Phoebe auparavant. Quand la secrétaire a refusé. Denise a dit que je traversais une crise émotionnelle et que je ne prenais peut-être pas de décision rationnelle. Ce mensonge m'a effrayé plus que les appels en colère. Ma mère ne se contentait plus de défendre Bryce. Elle créait une histoire qui pourrait être utilisée pour questionner mon jugement en tant que parent. J'ai documenté l'appel et demandé à l'école de communiquer uniquement par email concernant tout contact futur de ma famille. Phoebe est retournée en classe après les vacances d'hiver, mais elle était différente. Pendant une fête en classe, elle a refusé de prendre un cupcake jusqu'à ce que son enseignant le lui demande 3 fois. À la maison, elle a commencé à demander la permission avant de toucher la nourriture déjà placée sur son assiette. Un soir, elle a demandé si l'oncle Bryce pourrait venir à l'école et la pousser à nouveau si elle le mettait en colère. Jonah et moi avons organisé une rencontre avec la conseillère scolaire. La conseillère a expliqué que les adultes étaient responsables de contrôler leur propre corps et leurs émotions. Elle a aidé Phoebe à s'entraîner à dire « Ne me touche pas » et lui a appris quels adultes de confiance trouver si elle se sentait en danger. Ces séances n'étaient pas destinées à apprendre à Phoebe à craindre le monde. Elles visaient à restaurer la confiance qu'un adulte lui avait enlevée en quelques secondes. Pendant ce temps, la police a interrogé mes parents. Tous deux ont affirmé que la poussée avait été accidentelle. Mon père a dit que Phoebe courait autour de la table. Ma mère a dit que Bryce avait tendu la main pour l'empêcher de renverser un plateau. Leurs déclarations se contredisaient, et aucune ne correspondait à la vidéo. Quand les agents ont interrogé Bryce, il a admis avoir posé sa main sur Phoebe. Mais a affirmé qu'elle avait trébuché parce que le sol était glissant. Il ne savait apparemment pas que la police avait l'enregistrement original. La procureure assignée à l'affaire était Taron Wallace. Elle a examiné les images, les dossiers médicaux, le message vocal et les déclarations des témoins. Elle a appelé pour expliquer que les preuves soutenaient des accusations criminelles et que Bryce serait bientôt tenu de comparaître au tribunal. Aaron a averti que le processus légal ne serait ni rapide ni émotionnellement propre. La défense pourrait attaquer ma parentalité, ma relation avec Bryce. Et même le comportement de Phoebe. Je lui ai dit que je comprenais. J'avais passé mon enfance à regarder mes parents protéger Bryce en mettant tout le monde d'autre en accusation. Cette fois, il y avait des preuves qu'ils ne pouvaient pas intimider. Ce soir-là, ma mère a laissé un message vocal disant qu'elle et mon père parlaient avec un avocat familial. Elle a dit que les grands-parents avaient des droits et que si je refusais d'être raisonnable, ils demanderaient à un juge de m'obliger à les laisser voir Phoebe. La menace confirmait qu'il croyait encore que l'accès à ma fille était quelque chose auquel il avait droit, même en niant le mal qui lui avait été fait. Quand leur histoire publique a commencé à s'effondrer, ils ont arrêté de me demander de pardonner à Bryce et ont commencé à chercher un tribunal qui pourrait me forcer à rentrer dans le rang. La première comparution de Bryce au tribunal a eu lieu fin janvier. Jonah s'est assis à mes côtés tandis que Wesley attendait dehors dans le couloir du tribunal au cas où la procureure aurait besoin de lui.
Mes parents sont arrivés avec Bryce et un avocat de la défense nommé Douglas Keane. Denise tenait le bras de Bryce comme s'il était l'enfant blessé dans l'affaire. Martin me fixait avec une expression qui rendait clair qu'il considérait ma présence comme une trahison. Quand Bryce est entré dans la salle d'audience, il avait l'air confiant. Il s'était coupé les cheveux, portait un costume sombre et avait préparé l'expression d'un homme injustement accusé. Son avocat a décrit l'incident comme un bref malentendu familial. Il a dit que Bryce avait tenté d'empêcher Phoebe de prendre de la nourriture avant le dîner. Qu'elle avait perdu l'équilibre quand il avait tendu la main vers elle. Aaron Wallace a répondu en informant le tribunal que l'État possédait une vidéo montrant un contact physique intentionnel, une documentation médicale de la blessure, et un message vocal dans lequel Bryce blâmait l'enfant. Le juge a émis une ordonnance de protection temporaire. Bryce était interdit de contacter Phoebe, d'approcher notre maison, d'apparaître à son école, ou d'utiliser une autre personne pour communiquer avec elle. Il était autorisé à continuer à vivre chez mes parents parce que Phoebe n'y vivait pas. Mais le juge a averti que mes parents ne pouvaient pas l'aider à contourner l'ordonnance. Ma mère a pleuré dehors devant le tribunal et m'a accusé d'essayer de rendre Bryce sans abri. Je lui ai rappelé que personne ne l'avait ordonné de sortir de sa maison. Elle a répondu que j'avais créé une situation impossible parce que les rassemblements familiaux ne pouvaient plus inclure tout le monde. C'était la première fois que je comprenais à quel point elle voyait la sécurité de Phoebe comme un inconvénient. Au cours des semaines suivantes, l'avocat de Bryce a tenté de négocier un non-lieu. Il a fait valoir que la blessure était mineure et que Bryce n'avait pas de condamnation pénale antérieure. Aaron a refusé de classer l'affaire parce que la vidéo montrait une conduite délibérée suivie d'un manque de remords. Elle a cependant proposé une résolution qui incluait une probation, des travaux d'intérêt général, une gestion de la colère et une ordonnance de protection finale au lieu d'une longue peine de prison. Bryce l'a rejeté. Il était convaincu que mes parents pouvaient me discréditer et qu'un jury verrait l'affaire comme un drame familial. Le procès a commencé au début du printemps. Wesley a témoigné en premier. Il a expliqué qu'il enregistrait les enfants en train de décorer des biscuits et avait laissé sa caméra tourner pendant qu'il rangeait son matériel. La défense a suggéré qu'il avait modifié les images parce qu'il était plus proche de moi que de Bryce. Wesley a calmement fourni la carte mémoire originale. Les informations du fichier et l'enregistrement continuent. Il n'y avait aucun temps manquant, aucune coupure, aucun changement d'angle. Puis la procureure a joué la vidéo. La salle est devenue silencieuse alors que Phoebe apparaissait à l'écran. Elle marchait vers la table et tendait la main vers un biscuit. Bryce s'est interposé sur son chemin. Sa main s'est refermée autour de son épaule. Il a poussé. Phoebe est tombée sur le côté et a heurté la chaise. Il n'avait pas l'air surpris. Il ne s'est pas penché pour l'aider. Il s'est tenu au-dessus d'elle et l'a traitée de gamine pourri gâtée. La voix de ma mère s'est fait entendre immédiatement en disant qu'il ne l'avait pas fait exprès. La voix de mon père a suivi, me disant d'arrêter de dramatiser. L'enregistrement a détruit toutes les versions qu'ils avaient données à la police. Phoebe ne courait pas. Elle n'avait pas glissé. Elle n'avait pas failli renverser un plateau. Pendant le contre-interrogatoire, l'avocat de Bryce a demandé si Wesley détestait Bryce. Wesley a dit que la question était sans rapport parce que ses sentiments ne pouvaient pas changer ce que la caméra avait capturé. Jonah a témoigné sur l'état de Phoebe après la chute et la visite aux urgences. Son expérience en tant que kinésithérapeute l'a rendu prudent pour ne pas exagérer. Il a expliqué que la blessure n'était pas catastrophique, mais qu'elle était douloureuse, documentée, et complètement évitable. Quand j'ai témoigné, la défense a essayé de transformer l'affaire en une histoire de ressentiment entre frères et sœurs. Douglas a demandé si je croyais que Bryce avait toujours été le préféré de mes parents. J'ai dit qu'il avait souvent été protégé des conséquences, mais que le favoritisme n'avait pas bougé sa main. Douglas a demandé si j'avais menacé d'une action en justice avant de vérifier les blessures de Phoebe. J'ai expliqué que j'avais photographié l'enflure,
Retirer ma fille du danger. L'avais emmenée aux urgences, et avait déposé un rapport sur la base des conseils médicaux. Chaque question conçue pour me faire paraître vindicative ramenait l'affaire au même fait. Bryce avait poussé un enfant et l'avait blâmé pour cela. Ma mère a témoigné que Bryce était un non-clément qui avait réagi sans réfléchir. Aaron a demandé à Denise pourquoi elle avait dit à la police que Phoebe avait glissé si elle. Admettez maintenant que Bryce avait réagi physiquement. Ma mère a hésité, puis a dit qu'elle avait été confuse. Aaron a demandé pourquoi elle n'avait pas vérifié le poignet de Phoebe avant de défendre Bryce. Denise a dit qu'elle savait que la blessure n'était pas grave. Aaron a demandé comment elle pouvait le savoir sans l'avoir examiné. Ma mère n'avait pas de réponse. Mon père a témoigné que j'étais devenue froide depuis mon mariage avec Jonah. Aaron lui a demandé si Jonah apparaissait quelque part dans la vidéo avant que Bryce ne pousse Phoebe. Il a admis que non. Elle a demandé si Jonah avait forcé Bryce à insulter une fillette de 8 ans. Martin est devenu en colère et a accusé la procureure de déformer ses paroles. Cet éclat a fait plus de dégâts que n'importe quelle question n'aurait pu le faire. Après que l'accusation a terminé, l'avocat de Bryce a demandé une suspension d'audience. La vidéo rendait un acquittement peu probable. Et les contradictions dans les témoignages de mes parents avaient affaibli la défense. Bryce a finalement accepté un accord de plaidoyer. Il a admis qu'il avait intentionnellement établi un contact physique avec Phoebe et lui avait causé une blessure. Le juge l'a condamné à une probation supervisée, des travaux d'intérêt général, une gestion obligatoire de la colère, et une ordonnance de protection finale. Elle l'a averti que toute tentative de contacter ou d'approcher Phoebe serait traitée comme une nouvelle infraction et une violation de la probation. Bryce s'est tenu devant le juge et a dit qu'il comprenait. Cependant, dehors devant le tribunal, il a dit à mes parents qu'il avait accepté l'accord seulement parce que le système était biaisé contre les hommes. Il ne s'est jamais excusé auprès de Phoebe. Ce soir-là, il a publié qu'innocent parfois plaidait coupable parce que des parents vindicatifs avaient plus d'argent et d'influence. Mes parents ont partagé la publication. 2 semaines plus tard, j'ai reçu des documents m'informant que Denise et Martin avaient saisi le tribunal familial pour des droits de visite des grands-parents. Bryce avait finalement été tenu responsable. Mais mes parents traitaient le jugement comme un coup d'ouverture plutôt qu'une fin. Avant Noël, mes parents faisaient partie de la vie de Phoebe. Ils la gardaient 2 week-ends par mois, assistaient aux événements scolaires et gardaient une chambre prête pour elle chez eux. Cette histoire leur donnait suffisamment de base pour demander au tribunal familial d'envisager des visites, mais cela ne garantissait pas qu'ils les obtiendraient. Leur pétition affirmait que j'avais soudainement coupé une relation aimante parce qu'ils refusaient d'abandonner Bryce. Ils me décrivaient comme en colère, instable, et contrôlé par mon mari. Ils disaient que Phoebe souffrait parce que j'avais retiré ses grands-parents par dépit. Mon avocate était Léa Hakim. Une avocate familiale connue pour rester calme même quand tout le monde autour d'elle était émotionnel. Pendant notre première réunion, Léa m'a dit de ne pas construire l'affaire autour de la punition de mes parents pour avoir soutenu Bryce. La question était de savoir si le contact avec eux était actuellement dans le meilleur intérêt d'eux. Phoebe. Elle m'a demandé de collecter toutes les communications depuis Noël. Le dossier racontait une histoire claire. Mes parents avaient appelé à plusieurs reprises. Mais aucun de leurs messages ne demandait si le poignet de Phoebe avait guéri. Ils avaient exigé que je retire le rapport de police. M'avaient critiqué pour avoir coopéré avec la procureure. Et s'étaient plaints des frais juridiques. Ils avaient demandé quand ils pourraient voir Phoebe, mais jamais si elle avait peur, était embarrassée, ou recevait un soutien psychologique. Léa a également obtenu le rapport de l'école sur la tentative de ma mère de se rétablir comme contact d'urgence. Puis la situation a empiré. Un vendredi après-midi, le directeur de l'école m'a appelé. Denise et Martin se tenaient dans le bureau d'accueil en affirmant qu'ils avaient la permission de prendre Phoebe pour une visite des grands-parents. Ils n'avaient pas la permission
La secrétaire a vérifié les notes de contact restreints et a refusé de la libérer. Mon père est devenu assez bruyant pour que l'agent de ressources scolaires soit appelé. Mes parents sont finalement partis. Mais pas avant que Martin n'annonce qu'un juge leur donnerait bientôt le droit de prendre leur petite fille quand il le voudrait. Phoebe ne les a jamais vus parce que le directeur l'a gardée en classe. Mais la tentative de récupération est devenue partie du dossier judiciaire. Mes parents ont ensuite affirmé qu'ils voulaient seulement livrer un cadeau d'anniversaire. Les images de sécurité ne montraient aucun cadeau dans leurs mains. Wesley a fourni les preuves les plus dommageables. Bien qu'il se soit éloigné de mes parents après l'affaire pénale, il était encore inclus dans un groupe de discussion familiale élargi. Ma mère a écrit que si elle pouvait passer un après-midi seule avec Phoebe, elle pourrait aider l'enfant à se souvenir que Bryce n'avait jamais eu l'intention de la pousser. Mon père a répondu que les enfants de 8 ans étaient facilement influençables et que j'avais confondu Phoebe en répétant le mot agression. Denise a ensuite dit que Phoebe devait comprendre que dire la vérité pourrait réunir la famille. Wesley a pris des captures d'écran et me les a envoyées. Leurs paroles révélaient que les visites n'étaient pas simplement destinées à maintenir une relation de grands-parents. Ils avaient l'intention de faire pression sur ma fille pour qu'elle change sa compréhension et sa description de l'événement. À l'audience, l'avocat de mes parents a présenté des photographies de fêtes, de sorties aux zoos et de concerts scolaires. Ma mère a pleuré en décrivant à quel point elle manquait à Phoebe. Elle a dit qu'elle avait été comme une seconde mère pour sa petite fille. Léa n'a pas nié qu'ils avaient autrefois partagé un lien étroit. Au lieu de cela, elle a demandé ce que Denise avait fait quand Phoebe avait été blessée. Ma mère a dit qu'elle avait essayé de calmer tout le monde. Léa a demandé quand Denise avait appelé pour la première fois pour s'enquérir du poignet de Phoebe. Ma mère n'a pas pu fournir de date. Léa lui a montré les relevés téléphoniques. Il n'y avait aucun appel de ce genre. Elle a affiché des messages dans lesquels Denise s'inquiétait de l'entretien d'embauche de Bryce, mais n'avait jamais demandé si Phoebe pouvait écrire, s'habiller seule, ou dormir confortablement. Ma mère a dit qu'elle supposait que je lui dirais si la blessure était grave. Léa a demandé pourquoi elle avait supposé que l'enfant allait bien tout en disant aux parents que j'exagérais. Denise a recommencé à pleurer. Mon père a témoigné que Jonah m'avait isolé de ma famille. Léa lui a demandé d'identifier un seul message dans lequel Jonah les avait menacés, insultés ou ordonné de rester à l'écart. Il n'a pas pu. Chaque limite écrite était venue de moi. Martin a ensuite affirmé que je n'aurais pas pu prendre ces décisions sans l'influence de mon mari, parce que je n'avais jamais été confrontante auparavant. Léa a répondu qu'une personne devenant plus assertive après que son enfant avait été blessé n'était pas une preuve de coercition. La juge assignée à l'affaire était Margaret Winslow. Elle a examiné le dossier pénal, le rapport scolaire, les messages du groupe de discussion et les notes de counseling montrant l'anxiété de Phoebe après l'incident. La juge Winslow a reconnu que mes parents avaient autrefois maintenu une relation significative avec Phoebe. Elle a également déclaré qu'une relation passée n'excusait pas une conduite présente. Le tribunal était particulièrement préoccupé par leur tentative de retirer Phoebe de l'école sans permission et leur plan d'influencer son récit d'un événement déjà établi par une vidéo et un jugement pénal. La juge Winslow a rejeté la pétition. Elle a averti mes parents de ne pas apparaître à l'école de Phoebe, à la maison, ou à ses activités sans permission écrite. Elle a expliqué que le respect des limites parentales était essentiel s'ils espéraient un jour reconstruire la confiance. Ma mère sanglotait. Mon père s'est levé et a accusé le tribunal de m'aider à détruire la famille. La juge lui a dit qu'un autre éclat pourrait entraîner un outrage au tribunal. Dehors, mes parents ont refusé de me regarder. Je pensais que la décision les ferait enfin arrêter. Au lieu de cela, cela les a convaincus que suivre les voies légales avait échoué et qu'ils devaient trouver un autre moyen de contourner moi. La juge leur avait refusé l'accès. Mais le message qu'ils ont retenu de la décision n'était pas arrêté. C'était trouver une autre porte. Pendant plusieurs mois, il n'y a eu aucune confrontation directe.
Bryce a suivi une gestion de la colère, a complété une partie de ses travaux d'intérêt général. Et s'est présenté régulièrement à son agent de probation. Par des parents éloignés. J'ai entendu qu'il avait reçu une offre conditionnelle pour gérer un nouveau restaurant près d'Albany. Les propriétaires étaient prêts à ignorer sa condamnation tant qu'il complétait sa probation sans nouvelle violation. C'était plus de générosité que Bryce n'en avait montré à Phoebe. Et j'espérais que l'opportunité pourrait enfin l'encourager à changer. Au lieu de cela, il l'a traité comme la preuve que les conséquences disparaissaient. Mes parents continuaient de dire aux parents que le casier de Bryce pouvait être corrigé si Phoebe admettait qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de la blesser. Ils se sont convaincus qu'une enfant de 8 ans possédait le pouvoir d'annuler un plaidoyer de culpabilité, une ordonnance de protection, et des mois de comportement documentés. En décembre, presque un an après l'incident original, l'école de Phoebe a annoncé une collecte de fonds pour les arts d'hiver. Elle avait créé une courte histoire illustrée qui serait exposée à la bibliothèque. Et elle s'était entraînée pendant des semaines pour en lire une partie à voix haute. L'événement était ouvert aux familles et aux invités. Mais l'école maintenait toujours la restriction contre mes parents et Bryce. Le matin de la collecte de fonds, Jonah et moi avons rappelé au bureau de nous appeler si quelqu'un de ma famille apparaissait. Je ne l'ai pas dit à Phoebe parce que je voulais qu'elle profite de la soirée sans s'attendre à un danger. Le programme venait de commencer quand une enseignante s'est approchée tranquillement de moi. Un homme correspondant à la photographie de Bryce avait été vu près du couloir menant à la bibliothèque. Jonah est resté avec la classe de Phoebe tandis que je suivais l'enseignante vers le bureau d'accueil. Avant que nous l'atteignions, j'ai entendu la voix de Phoebe. Elle semblait effrayée. Bryce était entré par une porte latérale avec mon père. Martin s'était enregistré comme invité en utilisant une invitation transmise par un parent éloigné. Puis avait dit à un bénévole que Bryce était un vieil ami de la famille nommé Brian. Ils avaient attendu que le couloir soit bondé et s'étaient séparés du groupe principal. Bryce a trouvé Phoebe dehors devant la bibliothèque pendant qu'elle attendait avec son enseignante. Il s'est accroupi devant elle et lui a dit qu'elle devait réparer ce qu'elle avait fait. Il a dit qu'elle devrait dire aux adultes qu'il ne l'avait jamais poussée et que sa mère avait tout fait paraître pire. Phoebe a reculé et a dit qu'il n'était pas autorisé à lui parler. Bryce a tendu la main vers son bras, mais l'enseignante s'est interposée entre eux. Quand je suis arrivé, Bryce argumentait qu'il avait le droit de parler à sa nièce. Mon père se tenait derrière lui, insistant sur le fait que personne n'était en danger. J'ai dit à l'enseignante d'emmener Phoebe vers Jonah. Puis j'ai regardé Bryce et lui ai demandé si son agent de probation savait où il était. Son expression a changé. Jusqu'à ce moment. Il avait apparemment cru que la présence de mon père ferait ressembler la violation à une rencontre familiale accidentelle. L'agent de ressources scolaires est arrivé avec 2 administrateurs. Bryce a affirmé qu'il voulait seulement s'excuser. Mais l'enseignante de Phoebe a répété exactement ce qu'elle avait entendu. Il ne s'était pas excusé. Il avait essayé de faire changer le récit d'une enfant. L'agent a confirmé l'ordonnance de protection active et a placé Bryce en état d'arrestation. Mon père a crié que je les avais piégés. Je lui ai rappelé que je ne les avais pas invités, que je n'avais ouvert la porte pour eux, ni amené Bryce à quelques mètres de l'enfant qu'il était légalement ordonné d'éviter. Martin a refusé de partir jusqu'à ce que l'agent l'avertisse qu'il pourrait aussi être arrêté pour intrusion. Alors que Bryce était emmené, il s'est tourné vers moi et a crié que j'avais ruiné toutes ses chances de reconstruire sa vie. Je n'ai rien dit. Sa vie avait reçu une autre chance. Il l'avait utilisée pour effrayer ma fille à l'école. Les caméras du couloir ont enregistré Bryce entrant avec mon père. Un bénévole a confirmé que Martin avait fourni un faux nom pour lui. L'enseignante a donné une déclaration sur Bryce faisant pression sur Phoebe. Les preuves étaient immédiates et impossibles à reformuler en confusion. Bryce a été accusé de violation de l'ordonnance de protection et d'outrage au tribunal. Son agent de probation a déposé un rapport de violation et le restaurant a retiré son offre d'emploi. À l'audience,
L'avocat de Bryce a fait valoir qu'il n'avait pas menacé ni blessé Phoebe. Le juge a répondu que l'ordonnance interdisait le contact, pas seulement la violence. Bryce avait sciemment approché un enfant protégé et tenté d'influencer sa description du crime pour lequel il était en probation. Sa probation a été révoquée. Il a reçu du temps en prison du comté, des exigences supplémentaires de counseling et une ordonnance de protection prolongée. Mon père a été interdit définitivement de la propriété de l'école, et cité pour intrusion. Léa nous a aussi aidé à demander une ordonnance de protection du tribunal familial contre mes deux parents. Nous avons présenté la tentative de récupération à l'école, les messages du groupe de discussion, la pétition de visite rejetée, et le rôle de Martin dans l'introduction de Bryce à la collecte de fonds sous une fausse identité. La juge Winslow a accordé une ordonnance d'éloignement à long terme couvrant notre maison, l'école de Phoebe et ses activités. Ma mère m'a blâmé pour le résultat. Mais même elle ne pouvait pas prétendre qu'elle n'avait pas été avertie. Wesley a coupé le contact avec mes parents après avoir appris ce que Martin avait fait. Il a dit qu'aider Bryce à atteindre Phoebe n'était pas de la loyauté. C'était de la participation. En regardant les menottes se refermer autour de Bryce, j'ai enfin compris que les conséquences ne l'avaient pas détruit. Son refus d'accepter la responsabilité l'avait fait. 18 mois plus tard, Jonah et moi avons déménagé dans une autre communauté de la région de la capitale. Nous n'avons pas déménagé parce que Bryce nous avait vaincus ou parce que mes parents nous avaient effrayés hors de notre maison. Nous avons déménagé parce que Phoebe méritait une école où le personnel du bureau ne reconnaissait pas ses grands-parents, des alertes de sécurité et où une collecte de fonds divers pouvait n'être qu'une collecte de fonds divers. Jonah a trouvé un poste dans une plus grande clinique de réadaptation et j'ai arrangé de travailler à domicile 3 jours par semaine. Phoebe est entrée dans sa nouvelle école tranquillement. Mais en un mois elle avait rejoint un club d'art et s'était fait 2 amis proches. Sa nouvelle enseignante nous a dit qu'elle était réfléchie, observatrice et inhabituellement douée pour remarquer quand un autre enfant se sentait exclu. La peur autour de la nourriture a progressivement disparu. Un après-midi, je l'ai regardée entrer dans la cuisine, prendre un biscuit sur une grille de refroidissement et appeler pour demander si quelqu'un d'autre en voulait un. Elle n'était pas nerveuse. Elle ne s'est pas excusée. C'était un moment ordinaire, ce qui le rendait extraordinaire. Wesley est resté une partie de nos vies. Il nous rendait visite toutes les quelques semaines. Apprenait à Phoebe à utiliser un appareil photo simple. Et ne lui demandait jamais de discuter de l'incident de Noël. Il comprenait qu'être un adulte signifiait permettre à un enfant d'être plus que la pire chose qui lui était arrivée. Bryce a finalement complété sa peine de prison, mais l'ordonnance de protection est restée en place. Il était tenu de continuer le counseling et ne pouvait pas nous approcher par l'intermédiaire de parents. J'ai entendu qu'il travaillait de nuit dans un entrepôt et disait encore aux gens que j'avais détruit sa carrière. Je n'avais plus besoin qu'il comprenne la vérité. La responsabilité ne dépendait pas de son accord. Mes parents ont envoyé des lettres par l'intermédiaire de leur avocat. Les lettres disaient qu'il manquait à Phoebe et voulaient que la famille soit restaurée. Aucune d'elles n'a reconnu la tentative de la retirer de l'école. Le plan de changer son histoire ou la décision de mon père d'escorter Bryce à la collecte de fonds sous une fausse identité. Il demandait une réconciliation sans responsabilité. Je n'ai pas répondu. Pendant longtemps, je me suis senti coupable que Phoebe ait perdu tout un côté de sa famille. Je m'inquiétais qu'un jour elle m'accuse d'avoir enlevé des grands-parents qu'il avait autrefois aimés. Le counseling m'a aidé à comprendre que l'amour sans sécurité n'était pas suffisant. Les adultes pouvaient ressentir de l'affection pour un enfant et se comporter quand même de manière à rendre l'accès à cet enfant dangereux. Être apparenté à Phoebe ne donnait à personne le droit d'ignorer ses limites, de l'effrayer ou de l'utiliser comme un outil pour protéger un autre adulte. J'ai aussi appris que le pardon et l'accès n'étaient pas la même chose. Une personne pouvait libérer sa colère sans rouvrir la porte. Un enfant ne devrait jamais être obligé d'embrasser
de visiter ou de pardonner quelqu'un simplement parce que cette personne était de la famille. Une vraie réconciliation exigeait une reconnaissance honnête du mal, le respect des limites. Et un changement constant au fil du temps. Mes parents voulaient la récompense de la réconciliation sans faire aucun de ce travail. La leçon la plus importante est venue de Phoebe elle-même. Un soir, elle a demandé pourquoi les adultes disaient parfois désolé mais continuaient à faire la même chose. Je lui ai dit qu'une vraie excuse n'était pas seulement une phrase. C'était un comportement changé. Cela signifiait nommer ce que l'on avait fait, comprendre comment cela avait affecté quelqu'un. Accepter les conséquences, et choisir de ne pas le répéter. Elle y a réfléchi, puis a dit que Bryce ne s'était jamais vraiment excusé. Je lui ai dit qu'elle avait raison. Je lui ai aussi dit que cela n'avait jamais été sa responsabilité de le rendre une meilleure personne. Protéger un enfant n'est pas une vengeance. La vengeance cherche la douleur pour elle-même. La responsabilité protège les gens, établit des conséquences, et empêche le mal d'être répété. Déposer le rapport de police n'a pas détruit ma famille. La destruction a commencé quand Bryce a choisi la violence, et mes parents ont choisi le déni. Chaque opportunité par la suite leur a donné une chance de changer de direction. Ils auraient pu vérifier comment allait Phoebe, admettre la vérité, respecter l'ordonnance de protection, ou accepter la décision du tribunal. Au lieu de cela, ils ont continué à choisir le confort de Bryce plutôt que la sécurité d'un enfant. Couper le contact n'était pas un échec de l'amour. C'était un acte de responsabilité. Phoebe apprenait que son corps lui appartenait. Que les adultes dignes de confiance l'écoutaient quand elle disait qu'elle se sentait en danger. Et que la paix n'avait pas de valeur quand elle exigeait le silence sur le mal. Elle apprenait aussi que la famille pouvait être construite à partir de personnes qui se présentaient avec honnêteté, respect et soin. Certaines de ces personnes partageaient notre sang, d'autres non. Ce qui importait était comment elle la traitait quand cela comptait. J'avais l'habitude de rejouer ce Noël et d'imaginer ce qui aurait pu se passer si ma mère s'était précipitée vers Phoebe au lieu de défendre Bryce ou si mon père avait dit à son fils de partir au lieu de me dire de me calmer. Une réaction honnête aurait pu tout changer. Mais je ne pouvais pas réécrire leur choix. Je ne pouvais que décider ce que ma fille apprendrait des miens. Si garder la paix exigeait d'apprendre à Phoebe que les adultes pouvaient la blesser sans conséquence, alors cette paix ne valait jamais la peine d'être protégée. J'ai choisi la sécurité de ma fille plutôt que l'approbation de ma famille. Et je ferai le même choix à chaque fois.